Sunday Production. Vous êtes J-1 avant votre compétition et vous vous demandez quel est votre dîner idéal la veille de votre course et quel est le petit déjeuner parfait juste avant d'aller courir. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode. C'est parti. Dans la tête d'un coureur vous présente Body and Mind, un programme dédié à l'harmonie du corps et de l'esprit. Tous les mois, une nutritionniste et une préparatrice mentale vous partagent leurs meilleurs conseils pour optimiser votre santé et votre bien-être. Bonne écoute! Bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode spécial de Body and Mind. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui préoccupe bon nombre de coureurs et de coureuses, qu'ils soient amateurs ou même professionnels. La préparation nutritionnelle juste avant une compétition ou même un entraînement stratégique. Les questions sont nombreuses. Quel est le repas idéal la veille d'une compétition? Comment bien démarrer la journée avec un petit déjeuner qui booste la performance sportive et n'alourdit pas trop l'estomac, et surtout comment éviter les pièges qui pourraient anéantir notre confort de course ou même notre préparation, un trouble digestif par exemple. Autant de questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses précieuses. Et pour nous guider à travers cette recherche du repas idéal de veille de course, j'ai le plaisir d'accueillir Lauriane Marquet, expert reconnue dans le monde du sport. Elle a accompagné des athlètes de haut niveau, des équipes nationales et même des équipes de cyclisme professionnel. Salut Lauriane, ravi de t'avoir aujourd'hui avec nous dans cet épisode de Body and Mind. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Salut Guillaume, merci de l'invitation. Je vais très bien, je suis ravi d'être là et de discuter d'un sujet qui me passionne, la nutrition du sport. Bah écoute, moi c'est un sujet en plus aujourd'hui parce que qui ne s'est jamais posé la question du petit déjeuner parfait avant un marathon, avant un trail ou un 10 km. Qu'est-ce qu'on doit manger la veille d'une course? Est-ce qu'on doit avoir des apports bien précis? Je pense qu'on est, 99,9% des athlètes se sont déjà posé cette question. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais peut-être nous éclairer sur l'importance cruciale ou pas, peut-être qu'on se fait tout un monde alors que c'est complètement un non-sujet, donc on va arrêter peut-être l'épisode là juste après. Mais pour toi, quelle est l'importance d'avoir un bon repas avant une compétition ou un entraînement intensif? En quoi est-ce que tu penses que ça peut vraiment influencer de manière positive ou négative justement une performance? Est-ce que c'est vraiment crucial à ce repas de veille de course ou juste avant de courir? Oui, tout à fait. Les gens ont bien raison de se poser la question de l'importance de la veille et même du repas juste d'avant course. La nutrition, ça va permettre d'apporter de l'énergie à nos muscles et c'est nos muscles qui vont faire qu'on va faire une performance. Donc on va reprendre un peu des petits aspects de physiologie de l'exercice pour comprendre pourquoi est-ce qu'on va conseiller tel ou tel truc. Donc le muscle squelettique, le muscle qui va être utilisé lors de l'effort, il utilise deux substrats énergétiques que sont les glucides et les lipides pour répondre à la demande énergétique de l'effort. Donc les glucides, eux, ils sont stockés sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles. Et les lipides, eux, sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux et aussi dans les muscles. Les deux substrats énergétiques sont utilisés différemment en fonction de la durée et de l'intensité de l'effort. Lors de l'effort intense, les muscles, eux, vont compter exclusivement sur l'apport en glucides pour pouvoir produire de l'énergie à un fort débit. Le sucre, exactement. Voilà, le glucide qui est le terme plus scientifique, mais voilà. Je vulgarise. Voilà, t'as raison. Le sucre. Donc voilà, quand on va devoir faire un effort à très haute intensité, on va devoir avoir un apport en glucides qui est élevé, une oxydation glucidique importante pour pouvoir produire de l'énergie à haute intensité. Par contre, quand l'intensité est un petit peu plus faible, on va plutôt compter sur les lipides. Le gras, voilà, pour vulgariser. Le problème, c'est que les stocks sont différents entre glucides et lipides. Les glucides, donc les sucres, sont stockés à hauteur entre 400 et 600 grammes dans l'organisme. Les lipides, on le sait, ils sont de plusieurs kilos. On aimerait qu'ils soient un peu moins présents en général. Mais voilà, on a plusieurs kilos de réserves lipidiques. Et pourtant, comme je l'ai dit, produire des efforts à haute intensité va dépendre du coup de l'oxydation glucidique. Et une performance, c'est bien de réaliser la vitesse la plus longue, le plus longtemps possible, la puissance la plus élevée possible. Donc on est vraiment dépendant des glucides. Sauf que voilà, on va essayer du coup, la veille et même 48 heures avant, de maximiser ces réserves en glucides. On le sait déjà qu'elles sont pas très importantes, donc on va essayer de se mettre dans les meilleures dispositions et de pas démarrer avec des réserves qui sont à moitié pleines. Donc vraiment, les veilles de course, on réalise ce qu'on appelle une charge glucidique. On va essayer d'apporter, en termes de nutrition, du coup, on dit entre 10 à 12 grammes par kilogramme de poids de corps de glucides par jour. Et donc, en fait, on va manger des glucides vraiment tout le temps. Et donc, les glucides, les sucres, on les trouve dans
la famille des féculents, donc les pâtes, le riz, le pain, les pommes de terre. Pas dans les bonbons Haribo alors. C'est pas ce genre de glucides qu'on va chercher. Pourquoi pas à ce moment-là, mine de rien. Là, les jus de fruits par exemple, où on commence à ne plus trop les conseiller, on va les conseiller à ce moment-là. En fait, on va chercher vraiment à avoir une grosse quantité de glucides par jour, et donc du coup, on va aussi chercher des aliments qui, dans un petit volume, apportent beaucoup de glucides. Donc, des jus de fruits, on va apporter du miel, on peut apporter effectivement un peu de bonbons. Il y a effectivement toute la maltodextrine, par exemple, sur des boissons. La fameuse boisson malto. Boisson de pré-effort, d'attente. Tout ça, on va essayer vraiment d'en consommer toute la journée pour vraiment maximiser les réserves en sucre. Et à l'inverse, du coup, on va diminuer les fibres, on va diminuer le gras, qui eux peuvent du coup induire aussi des troubles digestifs et qui sont l'ennemi du coureur à pied. Bon, on va détailler tout ça dans l'épisode. On va parler des spécificités, justement, peut-être en fonction de l'intensité des efforts qu'on prépare dans cet épisode. Donc, on va s'intéresser à la veille de course. On peut même remonter à 72 heures avant. On va dire que c'est la dernière ligne droite nutritionnelle avant notre compétition. Pour préparer l'émission, on s'est un peu focalisé sur un repas qui serait essentiel avant une épreuve sportive qui aurait lieu le matin. Parce que c'est vrai que c'est fréquemment le cas. Les courses, les marathons, c'est 9h, allez, 10h. On va dire une grande partie des courses, c'est ça. Mais pas d'inquiétude, puisqu'en fin d'émission, on va quand même faire un petit focus en partant du principe que la course peut aussi avoir lieu en fin d'après-midi. Ça peut être le cas sur les corridas en hiver ou même sur trail, ultra trail. C'est pas rare d'avoir des courses qui partent, surtout c'est de plus en plus la mode de faire partir les courses à 4h, 18h. Et donc on va voir si ça change pas notre stratégie nutritionnelle, si on doit avoir un goûter particulier, un repas. Donc on en parlera un peu en fin de course, mais ça va quand même être très focus sur une course le matin. Alors concernant la veille de course, je sais, chers auditeurs, que nombre d'entre vous accordaient quand même une attention quand même particulière à ce repas, et même au petit déjeuner du jour J. C'est quelque chose quand même qui... Et souvent, on se réveille un peu à la dernière minute. On se dit, tiens, qu'est-ce que je dois manger ? Voilà, peut-être qu'on l'anticipe pas assez. Et donc, on va essayer justement d'éviter ces erreurs. Mais est-ce que tu peux nous dire justement... on va remonter un peu à 72 heures jusqu'au repas vraiment la veille de la course. Est-ce que stratégiquement, il faut faire très attention à ces repas d'avant-course, avant de parler du petit déjeuner? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Donc voilà, comme j'ai dit, on va faire vraiment un focus glucides. Et aussi, un des maîtres mots sur les repas qui vont précéder vraiment le départ de la course, c'est d'assurer un confort digestif. On veut pas créer de troubles digestifs. On sait déjà aussi que le stress avant course va favoriser un transit qui fonctionne bien. Donc, on va pas l'alimenter par d'autres aliments. Donc, par exemple, les légumes, c'est une famille d'aliments qui va disparaître progressivement plus on s'approche de la course. Normalement, on en a mangé tous les jours à chaque repas au quotidien, donc nos réserves 5 ou 10 par jour, oui. Voilà, on a nos réserves en vitamines, minéraux, parce que les fruits et légumes sont les principaux fournisseurs de ces micronutriments qui sont très importants. On a fait nos réserves, on peut se permettre du coup de diminuer ça. Par exemple, les légumineuses aussi, donc c'est la famille des tout ce qui est lentilles, haricots rouges, pois chiches, très riches en fibres, hyper intéressant nutritionnellement, mais à ce moment-là, du coup, on va un peu les oublier. Le fait de diminuer les fibres, effectivement, ça va diminuer de potentiels troubles digestifs, ça va nous faire perdre un petit peu de poids aussi, parce que du coup les fibres vont retenir de l'eau au sein de l'intestin, et le fait qu'on va diminuer un petit peu les fibres, on peut perdre un petit peu de poids là-dessus, et voilà, on va faire un focus glucides sans oublier les protéines. On va toujours garder des protéines à tous les repas, donc viande, poisson, œufs ou protéines végétales. Quoique la protéine végétale, on est plutôt du coup sur des légumineuses, donc essayez plutôt quand même de les diminuer. Et ça va être des pâtes, du riz. Et là, plutôt, on va repasser sur des pâtes blanches, du riz blanc, plutôt que des pâtes complètes ou riz complet qu'on aurait plutôt l'habitude de conseiller en temps normal. Et on va limiter aussi les fruits crus, très riches en fibres, plutôt passer éventuellement sur des compotes, des jus. Le pain, ça va être il est très concentré en glucides par rapport aux pâtes et le riz, donc dans un petit volume, on va apporter plus de glucides, donc c'est aussi intéressant. Et donc on va avoir petit déjeuner, collation, dîner, éventuellement encore une collation le soir. Mais focus vraiment sur les sucres à ce moment-là. Donc là, ce que tu nous dis, c'est que c'est pas forcément juste la veille de course. Idéalement, si on a une compétition, par exemple le dimanche matin, comme c'est souvent le cas, dès le vendredi, on va commencer à enlever ces aliments, et c'est plutôt ça ce que tu nous recommandes au niveau du timing. C'est de vendredi, voilà. Et si on veut aussi, tu parlais du stress. Est-ce qu'il y a un heure particulier si on veut éviter les problèmes pour bien digérer, bien assimiler tout ça? Est-ce que tu nous recommandes? Il y a toujours ce débat, est-ce qu'il faut manger voilà, et là on va imaginer c'est le marathon de Paris le dimanche matin, départ à 8h30. On essaie de manger plus tôt, vers 19h.
et on fait très attention dès le vendredi soir. Ouais, alors en fait, la charge glucidique, on considère qu'en 48 heures, si on a réduit l'entraînement, et ce qui est le cas du coup avec l'affûtage, et qu'on a vraiment augmenté les apports en glucides, nos réserves en glycogène peuvent être du coup maximisées. Donc voilà, 48 heures avant, on va vraiment y faire attention. Une chose que j'ai aussi pas dit tout à l'heure, c'est qu'on va essayer aussi effectivement de diminuer le gras ou des aliments qui sont trop épicés, qui peuvent eux aussi conduire à des troubles digestifs. Et effectivement, on va essayer d'optimiser. C'est vraiment le dernier moment. On veut pas accumuler de fatigue inutile. Donc le sommeil, qui est effectivement la base de la récupération. Donc effectivement, si on va manger trop proche du coucher, on peut aussi diminuer la qualité de sommeil. Si on a un repas aussi qui est trop gras, trop épicé, ça peut jouer aussi sur la qualité de sommeil. Donc en général, si vous mangez 3 heures avant le coucher, c'est plutôt l'idéal. Ouais, 3 heures avant le coucher. Ouais. Voilà, donc si on va se coucher à 23 heures, idéalement, 19h30, c'est parfait, quoi. Exactement. La digestion, voilà, elle va prendre 2-3 heures. Tout dépend effectivement la taille du repas, mais on est quand même sur des repas qui sont plutôt conséquents. Donc 3 heures sur des choses que vous connaissez. On teste pas des nouveaux aliments. À ce moment-là, voilà, la qualité de sommeil sera bien et on sera dans les meilleures dispositions. Donc si on synthétise un peu déjà tout ce qu'on s'est dit, là sur par exemple la prépa d'une course d'endurance, donc c'est dès 48 heures avant, on va plutôt privilégier des produits type pâtes, riz, pommes de terre, enfin tout ce qui est sucre lent. On va garder bien sûr de la protéine, de préférence protéine animale si on n'a pas de régime particulier, puisque voilà, pour la digestion, tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est protéine végétale, ça peut être un petit peu plus compliqué, sauf si on est vraiment très habitué. On parlera un petit peu plus focus tout à l'heure sur l'hydratation. La pasta party, ça c'est quelque chose de très populaire, et c'est vrai que quelquefois on n'est pas chez nous, on doit aller au restaurant, on peut être en déplacement, on n'a pas forcément la pleine maîtrise totale de ce qu'on va manger. Mais la pasta party, est-ce que c'est une bonne, une mauvaise idée ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? C'est vrai qu'elle était très populaire, après on a un peu tapé dessus. Toi, ton avis par rapport à ça ? Parce que, comme je t'ai dit, on n'est pas forcément chez nous, on maîtrise pas tout, et notamment on maîtrise pas le temps de cuisson des pâtes, et ça peut être important, je crois. Ouais, tout à fait. En fonction du temps de cuisson des pâtes, on va pas avoir la même rapidité d'absorption des glucides. On va être sur des glucides qui vont être plus ou moins rapides, hein. Plus la chaleur va détruire la matrice alimentaire de la pâte, et donc du coup le glucide va être plus rapidement disponible, plus elle est cuite. Donc on va rester effectivement sur des pâtes al dente. Le mythe de la pasta party, il repose justement sur ce qu'on disait de charge glucidique et de manger des glucides. Mais la pâte ou le riz ou la semoule, enfin c'est pas plus les pâtes que d'autres types de féculents, hein. Il faut varier aussi. La pomme de terre, on en parle de plus en plus aussi. On la met vachement en avant. C'est un peu maintenant, on dit aux gens mangez plus de pâtes, mangez plus de riz, pomme de terre. Alors on sait qu'il y a des modes. C'est quoi ton avis par rapport à ça ? Est-ce que c'est vraiment le super aliment de la veille de course ? C'est très intéressant la pomme de terre, effectivement. Il y a des études qui ont montré, notamment sur la partie récupération, qu'on avait une récupération énergétique qui était très intéressante avec l'apport de pommes de terre. Là aussi où je effectivement la pasta party, je trouble digestif, un peu plus de gaz et de maux de ventre parce que vous consommez du blé, donc des pâtes ou du pain. Essayez de passer sur d'autres féculents, mais le riz ou la pomme de terre sera super efficace. L'idée c'est d'avoir une quantité de glucides. Après, quelque part, peu importe la source, consommer quand même plutôt là des produits non complets, quoi. Pas de là, on passe plutôt sur des pâtes et du riz blanc. Alors justement, en termes de quantité, là je te pose une question parce que j'y pense avec ce que tu me dis. Il y a tout un débat. C'est vrai que quand on regarde des documentaires des fois d'athlètes de haut niveau, on les voit manger des saladiers de pâtes. On l'a vu encore pour le Tour de France, un milieu que tu connais parce que je sais que tu y travailles. Et voilà, ces saladiers remplis de pâtes, les athlètes qui vont se gaver de pâtes. On sait jamais vraiment doser la quantité. Alors moi, j'ai essayé de me renseigner sur des sites. Alors tu sais pas si c'est en cru, si c'est en cuit. Souvent on te parle en cuit. Alors les gars, parlez-moi en cru parce que moi je vais pas cuisiner après peser mes pâtes quand elles sont cuites et puis je fais quoi après, je les jette le reste. On sait que les pâtes ça se conserve pas très bien. Donc voilà, concrètement, une bonne dose de pâtes pour un athlète qui s'entraîne, pas un athlète de très haut niveau, un athlète qui s'entraîne 3, 4, 5 fois par semaine quand même avec une bonne régularité, voilà, quelqu'un qui est quand même plutôt bien. En termes de quantité, on est sur quoi pour que ce soit efficace sans se gaver de pâtes et voilà, pas prendre du poids, quoi. Ouais, et en cru, voilà, je veux du cru. Tu veux du cru. Oui, alors effectivement, les cyclistes, il y a une telle dépense énergétique, ils vont manger beaucoup, mais ils en ont besoin. Même les grands marathoniens. Et voilà, on est sur les mêmes types d'efforts avec des grosses dépenses énergétiques. Donc oui, c'est des athlètes qui doivent manger et qui vont manger beaucoup, qui ont faim en plus en général, donc ça va. En général, du coup,
Bon, effectivement, ça va dépendre du poids de l'athlète et de la séance et ce qui s'est passé dans la journée. Mais si on veut faire une généralité, si on est... On est sur un athlète d'1m80, 70 kilos, un homme, et après on fera une femme aussi sur les standards pour que tout le monde s'y retrouve. Ouais, bah du coup, voilà, moi je conseillerais pour un homme 130 grammes crus, ce qui fait, il y a souvent un facteur x3 du coup. D'accord. Donc là, c'est 130 grammes crus, mais donc du coup pour les pâtes ou le riz, pour la pomme de terre, du coup on sera plutôt sur du 400-450 grammes, qui est en fait l'équivalent du poids cuit des pâtes ou des pâtes ou du riz. Vous mangez pas juste 130 grammes de pommes de terre, là ce sera pas assez. Donc oui, ça fait des belles assiettes et voilà, ajouter un dessert pas trop gras, sucré, éventuellement un peu de pain et vous serez sur un bon repas de pré-course. Ouais. Donc on récapitule. Donc voilà, 125 grammes, 130 grammes de pâtes. Cru, donc voilà, c'est à peu près les dosages. J'avais visé juste, donc je suis content. Donc là, on récapitule un bon repas, on va dire, c'est voilà, pâtes, riz, pommes de terre, une petite viande blanche, par exemple, ça on met beaucoup. Qui viande blanche, plus digestif que poisson. Après poisson, c'est jamais la fraîcheur, on prend toujours un peu plus de risques. Ça dépend un peu où on est. Voilà. Mais effectivement, viande blanche qui sera beaucoup plus digeste que de la viande rouge, plus grasse et plus difficile à digérer. Ouais. Pas de légumes là, du coup. On peut en faire abstraction. Veille de course, on peut s'en passer. Ouais. On peut s'en passer. Ça prendra de la place dans l'estomac au détriment des pâtes ou du riz. Donc, ouais. Moi, je suis briard. Est-ce qu'un petit morceau de brie fermier, ça peut le faire ou on oublie quand même la veille de course parce que c'est trop lipidique? Légèrement, c'est un peu gras quand même. D'accord. Bon, on laisse tomber le brie, on le mangera après. Voilà, exactement. Et un petit dessert. Du coup, compote de fruits, non, pas trop parce que c'est du fruit. On va plutôt un fromage blanc, une danette, plutôt un yaourt nature, un peu sucré, un peu avec de miel. Ça peut être sympa ou pas sucré? Voilà. Non, si, justement, sucré. Complètement, donc oui, du miel. Compote, c'est un fruit, cuit, donc il y a quand même moins de fibres. Bien sûr. On peut très bien passer sur un sorbet de fruits aussi, sur une petite glace ou une tarte fine aux fruits, tu vois, qui sera facilement digeste. On évite un peu le chocolat qui serait un peu plus dur à digérer, mais un dessert sucré, oui, ou une panna cotta, une crème brûlée. On peut se faire plaisir quand même. Oui, bien sûr, il faut des calories. Là. Bon, c'est super. Vous inquiétez pas, si vous nous écoutez en courant, vous savez que cette année, c'est la nouveauté. On fait des fiches PDF que vous pouvez retrouver. Donc, on vous envoie dans votre boîte mail une fiche PDF détaillée. On mettra même des petits exemples de repas, de menus. Donc, tout ça, on le fait pour vous, ce travail de prise de notes. Pour recevoir cette fiche, c'est très simple. Vous vous inscrivez à notre newsletter où vous allez sur notre site internet, sur l'article de cet épisode-là et on vous envoie directement tout le travail pré-mâché. Donc voilà, inscrivez-vous à la newsletter et vous l'avez tous les mardis matins, la fiche PDF du dernier épisode. Donc voilà, ne loupez pas ça. Là, on s'est pas mal focalisé sur l'épreuve d'endurance, donc plutôt marathon, plutôt trail. Voilà, on va mettre l'ultra un peu de côté parce que c'est encore un peu plus spécifique, mais on est plus sur des épreuves d'endurance. Imagine un coureur, il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui font du 10 km, qui font du semi. On est sur des épreuves plus explosives. Il y a aussi les crosses qui vont arriver, les crosses courts. Il y a les pistes l'été aussi qui vont arriver aussi. Est-ce que là, on doit adapter ces apports nutritionnels si on fait par exemple du 10 km, si on fait des épreuves un peu plus rapides, est-ce que ça change quelque chose ? Finalement, ça change pas grand-chose dans la stratégie qu'on va avoir. On va quand même toujours rester sur les glucides. Par contre, ce sera moins déterminant si on est sur des petites distances que si on est effectivement sur du marathon ou sur du trail, où là, effectivement, la nutrition va jouer un rôle central. Sur un 10 km, effectivement, en fonction du temps que vous mettez, vos réserves en glycogène, elles vont suffire. Vous allez avoir même pas besoin de manger en course. Et en fait, ça va suffire pour réaliser le temps que vous avez prévu de faire. Le semi, ça dépend effectivement du niveau de l'entraînement. Voilà, c'est ça. En gros, si on est sur des efforts qui sont en dessous d'une heure et quart, globalement, si on a bien chargé les réserves en glycogène musculaire, elles vont suffire pour réaliser du coup l'activité ou la performance. Par contre, si on dépasse sur des horaires, des plus épreuves, plus d'une heure et quart, plus d'une heure et demie, là, on va avoir un vrai challenge nutritionnel. Et donc, en plus d'avoir bien chargé en glycogène, il y a toute l'alimentation en course qui va être essentielle aussi. Et je pense qu'on en parlera plus tard, mais donc voilà, par contre, on reste focus sur assurer un bon confort digestif, assurer une charge glucidique sur les jours d'avant, mais voilà, qui va être un peu moins. On va dire qu'on fera peut-être moins d'erreurs, si ça mettra moins à mal notre performance sur un 10 km ou un semi si on le court vite que sur un marathon ou un trail. Bon, on peut être un peu plus YOLO alors si on fait du 10 km, mais c'est vrai, c'est la réputation, avec les pistards ou les coureurs de 10 km, de 10 kills
se font un petit peu plus plaisir des fois. Moi, j'ai vu des très très bons coureurs la veille d'une course, voilà, dans des restaurants un peu douteux que je citerai pas de nom, mais c'est vrai que voilà, quand il n'y a pas de gros objectifs évidemment, mais c'est vrai qu'on peut être un petit peu plus, voilà, si on fait bien les choses globalement toute l'année, il y a un petit peu moins d'enjeux, mais ça nous empêche pas en tout cas d'être très voilà, de bien faire les choses et bien de se concentrer par rapport à ça. C'est des conseils qui sont applicables quand même. Si on mange comme ça, la veille d'un 10 km, ça ne peut être que très bon. Il n'y a pas de contre-indication, quoi. Tout à fait. Faut pas changer, manger plus, justement, rajouter du légume, manger plus de gras. Non. Non, ouais, on va rester exactement sur la même chose. Et comme tu l'as très bien dit, ça se joue pas juste la veille de la course, la nutrition, et c'est plutôt si vous avez bien fait le job dans votre vie au quotidien, pour la qualité de vos entraînements et aussi votre santé, c'est ça qui fera plutôt la différence sur la perf que vraiment juste la quantité de pâtes que vous avez mangé la veille. Mais... Alors bien évidemment, on va parler de l'hydratation, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, tu nous parlais du malto justement. Alors ça, c'est aussi la boisson un peu à la mode. On sait qu'il y a, il y a tout un business autour de tout ça. Mais concrètement, quel conseil tu peux nous donner par rapport à notre stratégie hydrique, les 40-24 heures avant? Toi, c'est quoi tes recommandations spécifiques? Alors, on sait qu'il y a certains athlètes qui ont tendance à se gaver d'eau. D'autres, voilà, on va nous dire non, bois que quand t'as soif. Il y a aussi un peu cette mode-là. Voilà, on nous parle aussi d'hyponatrémie. Il y a tout un débat autour de tout ça. Aussi beaucoup de fantasmes, je pense. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Est-ce qu'on doit vraiment se gaver d'eau les 48 heures avant, au risque des fois d'aller aux toilettes tout le temps, de moins bien dormir, parce qu'il y a aussi des problématiques par rapport à ça. Donc voilà. À tête reposée, qu'est-ce qu'on doit faire pour bien boire? Parce que ça, c'est très important, l'hydratation. On n'en parle pas assez. Exactement. Mais c'est vraiment ce qui peut vous flinguer les jambes. Souvent, vous faites une séance, vous savez pas pourquoi, juste un footing. Tiens, vous n'avez pas les jambes, il y a machin, ci et ça. Je me sens pas bien, je me sens un peu saturé, j'ai le cœur qui bat vite. C'est souvent qu'on est déshydraté parce qu'on n'a pas bu dans la journée. Donc vraiment, voilà, l'hydratation, il faut pas du tout négliger ça. C'est stratégique. Ouais, exactement. Et souvent, en fait, on n'en parle pas parce que on parle pas d'énergie, on parle pas de calories, donc du coup, on parle pas de l'hydratation. Sauf que l'hydratation, c'est un facteur de performance, au même titre que on a beaucoup parlé des glucides. Une perte de poids de 1%, donc une déshydratation de 1%, va engendrer une perte de performance physique et cognitive de 1%. Si on perd 2% du poids de corps, on va diminuer de 2% ses capacités aérobies. C'est quand même dommage, on s'est entraîné, on a bien mangé, on a bien dormi, c'est juste parce qu'on s'est déshydraté. Surtout 2% sur un marathon, ça fait beaucoup. Ouais. Et comme tu l'as dit, le fait de se déshydrater, on va avoir... l'impact sur la performance, c'est qu'on va avoir notre température interne qui va augmenter. On va plus être capable du coup de dissiper cette chaleur. Donc ça, c'est pas très bon pour le fonctionnement de l'organisme qu'on ait une température interne qui soit trop élevée. Le sang va s'épaissir, il va plus être aussi fluide, donc il va aussi beaucoup moins circuler. Et comme tu l'as dit, du coup, la pompe cardiaque va devoir fonctionner beaucoup plus pour mettre en mouvement tout le flux sanguin. Et on va avoir aussi un gros effet sur tout ce qui est prévention des blessures musculaires et tendineuses. Le muscle, c'est un tissu qui est très hydraté, à peu près 70%, il est composé à peu près à 70% d'eau. Donc si il est déshydraté lui aussi, il va beaucoup plus souffrir, et souvent les tendinites et tendinopathies, commencez par regarder votre hydratation, et souvent ça va vraiment réduire c'est souvent la clé en fait avant de passer sur d'autres choses. Mais c'est souvent l'image, alors qui est un petit peu vulgarisée, mais c'est souvent l'image de l'éponge. Si vous avez une éponge bien hydratée, bien mouillée, vous pouvez pas la déchirer, alors qu'une éponge très sec, ça se déchire comme du papier. Ouais. Alors c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est une image. Nous, voilà, si on a des kinés qui nous écoutent, évidemment que c'est une image, c'est un peu plus complexe, mais c'est quand même un bon moyen de visualiser pourquoi c'est important d'être hydraté. Exactement. Et donc après, sur les besoins, nous tous, qu'on soit coureur, pas coureur, une personne lambda, tous les jours à peu près a besoin d'1,5 litre d'eau pour compenser les pertes qui ont lieu. On transpire tous un peu, on transpire évidemment beaucoup plus quand on fait une activité physique, mais même devant notre ordinateur, on va transpirer, on va avoir des urines, on va perdre de l'eau aussi par la respiration. Et donc tout ça, pour compenser ces pertes, on a à peu près 1,5 litre d'eau par jour. Évidemment, ces besoins en eau, ils sont compensés si on a des pertes hydriques qui sont plus importantes. Donc si on s'entraîne, s'il fait chaud, on va boire plus que si on s'entraîne en hiver, si on est plus ou moins couvert, etc. C'est très individuel. Un moyen simple de savoir, c'est de... Vous pouvez vous peser juste avant, juste après une séance. La perte de poids, elle est uniquement de l'eau. Vous n'avez pas perdu de masse grasse à ce moment-là, pas encore. Et donc ce déficit, vous savez, vous essayez du coup de limiter ce déficit de poids à moins de 1 ou 2% de poids de corps. Et la différence de poids qui reste, essayez de la multiplier par 1,5 pour savoir qu'il faut que vous buviez en réhydratation. Et voilà, on peut arriver à 4-5
6 litres d'eau par jour sur des personnes qui s'entraînent beaucoup ou en tout cas sur des séances plus longues, c'est pas du tout déconnant. Par contre, l'erreur à faire, c'est de boire trop d'un coup. L'estomac n'est pas capable de tolérer un si grand volume. On parle de vidange gastrique, donc il faut essayer de boire pour que cette vidange gastrique, elle fonctionne bien et que du coup on puisse capter l'eau et vous hydrater en profondeur. Souvent, si on boit 1 litre d'eau d'un coup, effectivement, on va aller aux toilettes vite et on va se dire c'est bon, je suis bien hydraté, mes urines sont claires. C'est un moyen aussi assez efficace de regarder si vous êtes hydraté ou pas, c'est la couleur de vos urines. Le matin, elles sont plus foncées. C'est normal, ça c'est normal. Exactement, et c'est justement ce qu'on veut éviter parce qu'on n'a pas bu pendant plusieurs heures, donc on s'est déshydraté. Donc les urines sont concentrées, elles sont foncées. Par contre, dans la journée, elles doivent s'éclaircir, se rapprocher d'être transparentes, et d'autant plus avant une séance. Et donc voilà, pour revenir à si on boit 1 litre d'un coup, on va se rendre compte que nos urines sont transparentes, mais c'est en fait on n'a pas du tout capté l'eau, on l'a bu et tout de suite on trop sorti parce que le corps il peut pas l'assimiler. Alors je sais que ça fait débat, il y en a qui disent que c'est un peu un mythe. J'ai essayé de me documenter sur les études. Les études semblent quand même dire que on n'est pas capable d'assimiler quand même des grandes quantités d'eau d'un coup. Exactement. Voilà, sinon ça part quand même directement dans les urines. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Et donc l'hyponatrémie, effectivement, ça reste quand même quelque chose de quand même assez rare sur certains des athlètes très amateurs qui vont un peu se gaver d'eau parce qu'ils vont stresser et qui vont et donc ils vont diluer un peu tous les minéraux qu'ils peuvent trouver dans leur sang. Il y a aussi, alors on parlait du malto, il y a aussi toutes les boissons un peu aussi isotoniques. Et nous c'est vrai que les créateurs de contenu, on a peut-être fait un petit peu peur autour de tout ça, on a peut-être un petit peu dévalorisé l'eau, mais il n'y a pas de risque, au contraire il faut bien boire. C'est quand même très rare de faire une hyponatrémie et vous n'allez pas si vous êtes bien entraîné, il n'y a pas de risque à craindre par rapport à ça. Non, et puis si vous avez cet apport, comme j'ai dit, peut-être de 4-5 litres d'eau, mais qui est réparti de façon régulière sur la journée, il n'y a pas du tout de risque d'hyponatrémie. C'est effectivement un gros volume d'eau d'un coup. Donc l'idée, c'est effectivement de boire toute la journée. C'est pas que au repas. Exactement. Et un moyen très simple, c'est d'avoir une bouteille d'eau. Petite gourde. Avec vous tout le temps. Comme ça, on peut mesurer en plus nos apports hydriques. Voilà, c'est exactement. Super. Vous vous rendez compte, genre, non, mais en fait, j'ai rien bu. Le fait là qu'on parle d'hydratation, vous avez peut-être plus soif que quand on parlait du petit déjeuner tout à l'heure. Rien que le fait de boire de l'eau, ça va naturellement vous conduire à boire. La sensation de soif, c'est déjà un signe de déshydratation. Donc, il faut pas attendre d'avoir soif pour boire, voilà. Et donc, voilà, faut essayer de morceler vraiment ça dans la journée. Et que vous soyez au boulot, que vous soyez étudiant, en cours et tout, et il y ait toujours votre bouteille d'eau avec vous. C'est le meilleur ami, la gourde du marathonien ou du trailer, ou même du coureur de semi, ou même n'importe quel coureur. De toute façon, si vous faites une activité d'endurance, c'est votre meilleur ami. Donc toujours votre gourde avec vous. Et mon dernier petit conseil, c'est surtout penser à boire le matin. Parce que souvent on peut ne pas avoir soif, pourtant on est vraiment très déshydraté. Et on sait même que même au-delà du monde du sport, aujourd'hui les chefs d'entreprise sont très très attentifs à leur hydratation, parce qu'on sait que le cerveau aussi a besoin d'hydratation, le cerveau fonctionne aussi très hydraté, et donc on prend des meilleures décisions quand on est très bien hydraté. Et aujourd'hui les grands chefs d'entreprise vraiment sont très très vigilants par rapport à la nutrition, notamment par rapport à ça. Le malto, top ou flop? Est-ce que vraiment gadget, vraiment très utile? Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? On aura un épisode sur les compléments alimentaires, mais je crois qu'on va pas parler du malto, donc on va en parler là. Top ou flop alors sur le malto? J'aurais quand même tendance à dire top, même si on peut faire sans malto, mais c'est un côté qui est très pratique, c'est que du coup dans un petit volume on va avoir beaucoup de glucides qui va participer à la charge glucidique, mais on peut très bien faire sans. Mais par contre c'est pas inutile, ouais. Et effectivement, un point que je voulais rajouter sur l'hydratation, c'est que effectivement les différents types d'eau ne vont pas hydrater de la même façon. Qu'on ait d'une eau de source va moins hydrater en profondeur. Ah, ça, je l'avais remarqué, ça, tu vois. Je trouve que je sais pas si on peut citer une marque, on va dire, il faut citer 3 marques. Donc, Evian, Vittel, Volvic. Je trouve qu'il y a certaines marques qui hydratent mieux que d'autres. Oui, voilà. Mais tout à fait, parce qu'en fait, dans certaines eaux, il y a des minéraux, il y a des solutés qu'on appelle des solutés actifs, qui seront soit des électrolytes, donc sodium, potassium, ou glucides, comme le malto ou la boisson isotonique, qui du coup, ces composés et ces solutés actifs, eux, une fois dans l'intestin, vont être captés par les cellules de l'intestin pour passer dans le sang et ensuite par les muscles, et c'est ce qui va concentrer du coup le milieu intérieur dans ces solutés actifs. Et le corps, il n'aime pas ces déficits un peu ces déséquilibres de pression de part et d'autre de barrières. Donc du coup, l'eau, elle va devoir suivre ces composés-là pour diluer ce milieu intérieur-là. Donc du coup, on va prendre l'eau à l'intérieur, alors que de l'eau plate, l'eau de source,
il n'y a pas de raison en fait que cette eau elle rentre à l'intérieur des cellules. Donc on va pas consommer une eau riche en sodium toute la journée parce qu'on risque de faire aussi de la rétention d'eau. C'est pas très bon d'avoir du sodium tout le temps. Par contre, à l'effort, d'avoir des pastilles d'électrolytes ou alors en récupération d'avoir des eaux très riches en sodium, Vichy Célestin. Mais après, ça, on récup. Ceinture, ouais, plutôt sur la récup. Là, pas à l'effort, pas la veille de course, c'est gazeux et tout ça. Ouais, non. Mais voilà, de la malto, de la boisson isotonique va mieux vous hydrater que si vous buvez que de l'eau sur une épreuve. Oui, donc ça, pour moi, c'est la Vitelle. Je trouve, voilà, je balance les dossiers, mais je trouve qu'elle n'hydrate pas beaucoup. Voilà. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai. Et après, évidemment, privilégier l'eau du robinet. C'est pas ce qu'on dit. Évidemment, c'est quand même plus simple. Même si on sait qu'en fonction d'où est-ce qu'on habite, et on l'a vu, il y a des affaires là, justement sanitaires qui sont sorties avec de l'eau contaminée. Donc moi, il ne faut pas incriminer les personnes. Voilà, ça dépend aussi où vous habitez. Il y a des régions où malheureusement la qualité de l'eau elle est très dégradée. Et quand on est un sportif, on boit beaucoup d'eau. Donc il faut prendre du plaisir, je pense, à boire de l'eau. Et pareil pour les personnes qui sont aussi très hypersensibles et donc ont des palais très très développés, très très fins. Les grands buveurs d'eau aussi, ils vont avoir une appétence particulière pour certaines eaux plutôt que d'autres. Donc voilà, moi je tire pas sur les personnes qui boivent de l'eau minérale parce que c'est encore très personnel, ça sert à rien d'avoir des jugements par rapport à ça, même si je conseille évidemment de boire de l'eau du robinet parce qu'elle est très bonne. Voilà, moi là où j'habite, elle est parfaite, donc j'ai pas ce problème-là. Complètement. Mais voilà, buvez de l'eau du robinet toute la journée et autour des séances où vous avez beaucoup transpiré, ayez une eau un peu plus minéralisée. Ouais. Exactement. Bon, alors ça c'était pour la partie veille de course. Voilà, j'ai plein de petits tips. J'espère que nos auditeurs aussi ils ont appris pas mal de choses. On va s'intéresser maintenant en deuxième partie de cette émission au petit déjeuner, le fameux breakfast. On sait maintenant bien composer une assiette. Donc voilà, les quelques jours avant sa course, le moment clé, c'est le petit déjeuner. On va pas se mentir. Alors là, surtout quand on va faire un marathon, là on ouvre un gros dossier, le petit déj. On a tous et toutes posé plein de questions par rapport à ça. Est-ce qu'on a raison déjà d'autant s'en soucier ? Est-ce que c'est vraiment très stratégique ? À quel point tu penses, toi, que le petit-déj, il va vraiment faire ou pas notre course ? Ah oui, il va le faire, ça c'est sûr. oui, non, on va pas donc, démarrer. On a raison de se prendre la tête avec ça. Oui, mais il faut toujours avoir raison de s'intéresser à la nutrition. Je suis pas très objective, mais oui, parce qu'en fait, donc on a parlé les réserves en glucides, on les a maximisées sur les jours d'avant. Sauf que dans la nuit, du coup, il y a quand même un lieu de stockage de glycogène qui a diminué, c'est le foie. Le foie, lui, il a un rôle que le sucre qui est stocké dans le foie, il va avoir un rôle de fournir en énergie tous les organes. Et la nuit, même si on dort, il y a tout qui continue à fonctionner, donc ils vont demander de l'énergie et le foie va avoir un rôle que la glycémie elle reste constante. Donc la nuit en fait, quand on va être réveillé le matin, c'est le foie qui aura été déplété pendant la nuit. Les muscles ça aura pas bougé parce que le sucre contenu dans les muscles il va servir que pour les muscles et voilà la nuit on n'utilise pas. Et il a été montré aussi que quand on va faire un effort à jeun, du coup si on n'a pas pris de petit déjeuner, on va avoir une oxydation lipidique plus importante et moins d'oxydation glucidique. On l'a dit, la performance, elle va dépendre quand même de la capacité à savoir oxyder des glucides plus que des lipides. Donc oui, il faut apporter des glucides le matin pour pouvoir du coup les oxyder et les avoir disponibles du coup sur la course et avoir à nouveau maximisé ses réserves sur les deux lieux de stockage. Souvent aussi on entend non mais je peux pas prendre de petit déj, je me sens trop ballonné, je suis stressé. Voilà, c'est ça. Je vais l'avoir sur l'estomac. Moi j'en connais même qui sont quasiment partis, je peux dire le ventre vide, mais presque sur des marathons. Puis, qui disent mais non mais ça change rien dans ma perf, voilà. L'estomac, il s'entraîne aussi. Si tous les jours, vous prenez jamais de petit-déj, que dans vos entraînements, vous êtes jamais entraîné à prendre un petit-déj avant d'aller courir, oui, c'est sûr qu'il faut pas le faire le jour de la course. Par contre, faites-le régulièrement sur vos entraînements, de partir en ayant pris un petit-déj. Alors, après, voilà, on doit quand même toujours favoriser le confort digestif. Ça, c'est vraiment un fil rouge. Donc, tout le monde va pas prendre peut-être le petit-déj pas aussi volumineux, mais en tout cas essayez de pas partir à jeun et entraînez-vous à courir le ventre plein parce que l'estomac va s'habituer à savoir courir avec ça. Justement, alors tu parles de courir le ventre plein. Alors c'est vrai qu'il y a un débat assez persistant avec les coureurs, entre les coureurs. C'est le moment un peu idéal pour le prendre. On a tous un peu sa petite astuce. Certains coureurs, moi je sais, vont même jusqu'à mettre leur réveil à 4h du matin pour s'engloutir un plat de pâtes par exemple. C'est toujours assez drôle. Est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie ? Est-ce qu'il y a un timing idéal ? Est-ce qu'il faut se lever très tôt ? Est-ce que par rapport, parce que le risque si on se lève trop tôt, qu'on le prend trop tôt, c'est qu'on a faim en fait, c'est qu'on est faim juste avant son départ, et si on le prend trop tard, c'est qu'on l'est sur l'estomac. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une petite fenêtre de tir.
il faut pas se louper. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ouais, alors tout à fait. Ce qu'on recommande du coup, c'est à peu près 2-3 heures avant le départ de prendre le petit déjeuner. Plus il va être volumineux, du coup rapprochez-vous plutôt des 3 heures avant le départ. Et s'il est un plus petit, du coup plutôt 2 heures avant le départ. Tout simplement parce que en fait pendant l'effort, du coup, la masse sanguine elle est réorganisée. C'est les muscles qui vont être le plus demandeurs en oxygène, en nutriments. Donc la masse sanguine elle va être réorganisée pour aller fournir et irriguer un peu plus les muscles, et du coup le système digestif il va être moins irrigué, et donc du coup si on n'a pas fini de digérer le petit déj, on va avoir des troubles digestifs parce qu'on a encore le petit déj qui va vraiment rester sur l'estomac pour le coup, parce que on va avoir une moins bonne absorption des nutriments. Donc 2-3 heures ça permet quand même de l'avoir digéré. Ouais, même s'il n'y a pas de risque pour la santé majeur. En tout cas, je crois pas qu'il y en ait des études qui ont prouvé que courir le ventre, il n'y a pas de risque de retournement d'estomac, ce genre de choses. Mais par contre, on peut avoir les jambes lourdes, il y a vraiment il y a des vrais inconforts qui peuvent et un trouble digestif, même si on s'est super bien entraîné et qu'on a fait sa charge glucidique, ça peut ruiner la course. Donc non. Et donc du coup, pas besoin non plus de se lever trop tôt, parce que voilà, comme tu l'as dit, déjà la qualité de sommeil va diminuer, et après voilà, on n'aura plus la glycémie aura été trop basse. Voilà. Donc 2-3 heures c'est bien. Donc, alors, c'est pas si tôt. Pardon. Alors, je te parlais du fameux plat de pâtes, parce que je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître, qui nous écoutent et qui se font des petites nouilles avant de partir courir, avant un marathon. Selon toi, quels sont les éléments à privilégier pour fournir l'énergie nécessaire pour une course d'endurance, et garantir surtout une bonne digestion? Parce qu'il y a 2 enjeux. Il y a avoir suffisamment d'énergie et bien digérer, éviter les troubles. Il y a ce débat sucré-salé. C'est vrai que nous, en France, on a plutôt une tradition autour du sucré le matin. Du coup, tu me parlais de glucidique. J'ai l'impression que ça peut peut-être marcher. Il y a aussi le salé. Aussi, on met beaucoup en avant. L'Angleterre avec des petits déjeuners très protéinés aussi. Toi, ton avis par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on doit privilégier comme aliment? Qu'est-ce qu'on doit éviter? Une petite compo idéale. Ouais, donc effectivement, glucides, protéines, très peu de graisse, ou en tout cas des bonnes graisses, très peu de fibres. Donc et après l'appétence, il y en a qui arrivent pas à manger salé le matin, donc on mangera sucré, mais on peut trouver des glucides dans les deux options. Donc on va éviter aussi surtout les aliments avec des sucres ajoutés qui vont avoir un effet sur la glycémie terrible, qui vont faire augmenter la glycémie de façon trop importante, et là qui sera plutôt délétère. Donc les 4 quarts, petits pains en lait, tous les trucs un peu industriels, les gâteaux, les princes, tous ces gâteaux-là, les petits déj lus. Ça, c'est oublié. Les pains au chocolat, les croissants. Les viennoiseries aussi, c'est des bombes caloriques. En gras et qui vont être hyper durs à digérer. Les pâtes à tartiner qui sont hyper dures à digérer. Donc, on peut très bien se faire un plat de riz, une petite assiette de riz. Donc ça, c'est pas bête en fait. Pas du tout. C'est hyper facile à digérer le riz. Ça nous apporte des glucides. Si on le veut plutôt sous forme sucrée, on peut avoir du riz soufflé, qui sont du coup des céréales. Un petit riz au lait. Enfin, le lait, je sais pas si c'est bon. Tout dépend un peu. Effectivement, le lait avec le lactose, c'est quand même plutôt difficile à digérer. Mais du riz soufflé qu'on va mettre dans un fromage blanc ou dans un skyr, qui va être là riche en protéines. Si on le veut sucré, voilà, ça peut être un fromage blanc, un skyr avec du riz soufflé, flocons d'avoine, miel, une banane, éventuellement quelques pépites de chocolat. Banane, ça marche, c'est un fruit, mais ça marche, on peut le prendre. Ouais, ça marche, il n'y a pas beaucoup de fibres dans la banane, ça marche. Et protéines, du coup, tu me disais, on parlait par rapport aux protéines, est-ce que ça fait sens d'avoir un apport protéique assez important au petit-déj d'une course? Ouais, quand même, parce que du coup, le dernier apport en protéines, il date du dîner, donc il y a plusieurs heures qui se sont passées. Voilà, pour réparer du jambon, ça peut être bien. Jambon, œufs, poulet, ou alors si on passe plutôt sur un côté sucré, du coup sur des produits laitiers, fromage blanc, skyr, qui sont faibles en matière grasse du coup, mais qui vont apporter des protéines de qualité. Les produits laitiers, c'est quand même des produits qui sont très intéressants nutritionnellement. Donc combiner vraiment beaucoup de glucides, un peu de protéines et des bonnes graisses. Donc ça peut être un peu d'avocat, ça peut être du beurre de cacahuète si on est plutôt sur la partie du coup sucrée. Et voilà, des choses que vous savez que vous digérez. Et le petit déj un peu brunch, ce sera le lendemain. T'as un petit déjeuner un peu fétiche, toi, veille de course. Qu'est-ce que tu nous conseillais par rapport à ça? Et en termes de quantité aussi, parce que moi j'aime bien aussi parler en termes de quantité, parce que souvent on est un peu on se dit tiens, il faut manger ça, puis on a tout acheté, puis on arrive, on se dit en fait je mets quoi comme quantité? On est un peu désemparé par rapport à ça. Voilà, peut-être pour nous donner des idées, une petite composition que tu peux nous partager. Alors du coup, on va partir sur un petit déj qui mixe un peu les deux. On peut faire un porridge de flocons d'avoine. On peut mettre
50 grammes de flocons d'avoine, dans lequel on peut rajouter 20 grammes de riz soufflé. Le riz soufflé, il va être très très riche en glucides, plus concentré que le flocon d'avoine. Dans lequel vous mettez soit un skyr par exemple, ou alors une boisson végétale qui elle ne contient pas de protéines par contre, mais vous pouvez mettre un petit mélange d'oléagineux ou du beurre de cacahuète ou de la purée d'amande, de la cannelle, un petit peu une banane ou quelques fruits rouges pareil qui sont pas trop riches en fibres, et à côté vous pouvez faire 150 grammes de riz blanc dans lequel vous avez fait 2 œufs par exemple, ou une omelette et un petit morceau d'avocat, et il est plutôt digeste, mais il est assez conséquent, donc voilà, 3 heures avant le départ. Bon, le porridge, tiens, j'en ai pris, moi, du porridge. Ouais. J'ai oublié l'hydratation. Oui, voilà, on l'a dit tout à l'heure. Mais voilà, un espresso de café, ça vous hydrate pas, donc complétez avec un verre d'eau. Si vous avez du thé vert, par exemple, par contre, là, oui, il y a plus de volume d'eau, mais n'oubliez pas l'hydratation. Évidemment, on l'a dit. Non, mais tu fais bien, surtout pour bien s'hydrater le matin, parce que ça, c'est vraiment une erreur que font beaucoup de gens, parce que c'est pas évident de boire le matin. Voilà, mais si vous avez du mal à boire le matin, essayez de mettre de l'eau au frais, ça peut aussi faciliter l'absorption de l'eau. Moi, je parlais du porridge. Ouais. C'est vrai que c'est un truc que moi j'ai mangé. Alors, dès que j'ai fini ma prépa, j'en ai pu goûter. Voilà, c'est vraiment le truc que je sors que ça. Mais c'est vrai que je pense pas forcément. Tu vois, j'avais pas ajouté tout ce qui est avocat. Je pense que c'est pas mal. Surtout, c'est la saison aussi pendant souvent les prépas marathons qui sont plutôt les marathons d'automne. Ça marche plutôt bien. Donc écoute, hyper intéressant. Lauriane, on avait évoqué en début d'émission, on va penser à nos amis trailers. Si on a une course à 18h, voilà, concrètement, enfin, entre 4h et 18h, concrètement, est-ce qu'il y a des erreurs, des pièges à éviter? Qu'est-ce que ça change? On le sait, une mauvaise décision, ça peut quand même avoir des conséquences dramatiques, donc il faut faire attention. Donc toi, est-ce qu'il y a des aliments que tu recommanderais spécifiquement la veille, du coup le matin? Voilà, comment est-ce qu'on se réorganise par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on doit savoir si on court en fin d'après-midi ou même début de soirée? Alors sur la Saint-Élion par exemple. Ouais, sur les choix d'aliments, on va rester sur ce qu'on a dit depuis le début. On est encore plus sur une épreuve d'ultra endurance qui est encore plus longue, avec encore plus de dépenses énergétiques. Donc là, il faut vraiment charger en glucides les jours d'avant. Et après, en fait, finalement, presque peu importe l'heure à laquelle on va partir, on va rester sur la même logique de dire que mon dernier repas, il est 3 heures avant le départ. Donc, sur la journée, par exemple, on va prendre un petit déjeuner très glucidique, un déjeuner très glucidique aussi avec des protéines, et on va refaire une collation avant le départ. On va avoir le temps de faire une collation qui va ressembler un peu, par exemple, au petit déj que j'ai dit, ou alors, par exemple, on peut enlever le porridge, mais on va mettre plus de riz, on va mettre des protéines qui sont facilement digestes, comme du jambon ou du blanc de poulet, par exemple. On peut se faire un petit sandwich avec du pain dans lequel on a mis du fromage frais et du jambon aussi, par exemple, qui peut venir compléter un peu le riz, dans lequel il y avait, par exemple, de l'avocat, un peu de sauce soja aussi, qui permet d'apporter du sodium, et qui peut permettre de s'hydrater aussi. Donc par contre, on va pas se dire j'ai déjeuné à midi et c'est tout, et après je pars sur ma course. Non, il faut refaire une collation, une petite barre comme ça, un petit goûter. Ça fait le job. Non, on va refaire une collation qui va ressembler à un repas en fait, parce que finalement après il y aura un repas en moins, quoi, du coup. Le repas du soir ne sera pas présent. Bon, ça reste quand même assez simple à réadapter, donc ça c'est plutôt rassurant. Donc pas de panique si vous faites la Saint-Élion ou si vous allez courir, je sais pas, l'UTMB. Ces courses-là qui sont un peu le soir, c'est facile quand même à bien se réadapter. Alors, on peut pas se quitter sans parler un petit peu des pièges et des erreurs à éviter. On sait les conséquences que ça peut avoir, je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quand même des aliments un peu blacklistés qui pourrait être vraiment anti-performance? Alors on a parlé des légumes, on a parlé un peu tout ce qui est évidemment tout ce qui est riche en fibres. Le café par exemple, tu vois, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bonne, pas bonne décision, tu vois, ce type d'aliment un peu voilà, moi je sais que un grand athlète olympique anglais aimait se prendre, moi pour l'avoir vu en stage, des quantités assez astronomiques de café avant des grosses séances. Est-ce que ça peut être une bonne idée ou pas, voilà, par rapport aux petits pièges qu'on peut avoir? Ouais, alors le café, en tout cas la caféine, a un effet qu'on dit ergogénique, c'est-à-dire que ça améliore la performance, notamment dans les sports d'endurance. Ça va diminuer la perception de l'effort. L'effort va nous paraître moins difficile. Par contre, le café, donc là on parle de la molécule de caféine. Par contre, le café et la boisson va avoir un effet diurétique. Donc souvent, dans les stratégies nutritionnelles qu'on donne, on peut avoir un apport de caféine, mais plutôt sous d'autres formes, type gélule, chewing-gum, ou dans les gels, par exemple, plutôt que de se prendre des bols de café avant. L'autre, donc,
il y a vraiment un intérêt sur la performance. Après, je ne conseille pas de l'avoir trop souvent à l'entraînement parce que on va être moins bon répondeur du coup le jour de la course si on s'est habitué à prendre du café. Il y a une accoutumance justement parce que ça, il y avait tout un débat, tu sais, sur un peu il faut se sevrer de café pour en reprendre après. Alors c'est toujours pareil, il y a des gens qui disent que c'est vrai, c'est faux. Voilà. Non, moi je suis plutôt partisane aussi de dire essayer de diminuer un petit peu pour que le jour de la course du coup le café fasse plus d'effet. Après il y a aussi des bons et des non répondeurs à la caféine. Et les pièges aussi à éviter, c'est sur les jours du coup d'avant, pas de café trop tard dans la journée parce que là par contre ça va jouer sur votre qualité de sommeil et un café pris après 17h peut et là c'est très individuel aussi, empêcher de dormir le soir. Donc si vous savez que vous êtes très très bon répondeur à la caféine, évitez de pas trop avoir de café. Et si vous savez aussi que le café a cet effet très diurétique sur vous, essayez de pas trop en consommer parce que là avant la course c'est pas idéal. Donc à consommer avec modération et puis plutôt privilégier des produits à base de café, des compléments ou des genres de choses, des gels. Il y a des pâtes aussi à la base de caféine, mais bon, voilà, avec parcimonie, c'est pas ce qui va foncièrement changer le cours de votre course. N'allez pas vous gaver ou foncez pas avec des compléments parce que trop de café, ça peut aussi être délétère. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes évidemment. Justement, on sait à quel point les problèmes digestifs peuvent ruiner la performance. Alors, on avait déjà fait des épisodes autour de tout ça, mais est-ce que tu as peut-être d'autres conseils à nous donner pour éviter les problèmes digestifs sur ces un peu repas d'avant-course qu'on n'aurait pas cités encore dans l'épisode? Ouais, alors donc effectivement, on a parlé des fibres, trop de gras, les épices aussi qui peuvent créer des troubles digestifs. Et sinon, on peut aussi avoir des troubles digestifs du fait d'une mauvaise nutrition en course. La déshydratation va créer aussi des troubles digestifs. Donc faites attention à ne pas être déshydraté avant de partir et de vous hydrater aussi régulièrement sur la course. Ça va être d'autant plus important sur les courses longues. Effectivement, pareil, sur un 10 km, ça va avoir moins d'impact négatif sur la performance. Mais la déshydratation peut induire des troubles digestifs. Donc encore une fois, surveillez votre hydratation. Et aussi la façon dont vous fournissez en glucides pendant la course. On conseille de 30 à 120 grammes par heure de glucides, suivant la durée de notre effort. Sachant que globalement 60 grammes par heure, c'est ce qui va vous êtes sûr de ne pas avoir de troubles digestifs à 60 grammes par heure. Mais sur des épreuves très longues, on va plutôt avoir tendance à conseiller d'avoir beaucoup plus de glucides qui sont entre 90 et 120 grammes par heure de glucides. Et si ils sont mal apportés, là, ces grosses quantités de glucides peuvent vous créer des troubles digestifs. En fait, dans la famille des sucres, il existe différents types de sucres et donc les éléments individuels, des éléments unitaires, on appelle ça des monosaccharides. Donc on va trouver le glucose, on va trouver le fructose et qui eux du coup vont passer la barrière intestinale pour entrer dans le sang avec des transporteurs qui sont différents. Et ce qui va permettre du coup une augmentation en fait de l'apport en glucides dans le sang et qui va permettre du coup de pouvoir apporter plus de glucides parce que si vous apportez uniquement des aliments qui sont uniquement à base de glucose, le glucose lui il pourra pas passer plus vite que à raison de 60 grammes par heure et donc du coup il va s'accumuler au sein de l'intestin. Et ce qui fait que ce glucose qui s'accumule peut créer des troubles digestifs. Alors que si vous apportez deux différents types de glucides, et il y a de plus en plus de marques maintenant qui développent leurs produits nutritionnels avec ce ratio glucose-fructose, 1 de glucose pour 0,8 de fructose, parce que tout simplement, en fait, comme ils vont rentrer par des petites portes différentes, c'est comme si on veut faire rentrer plein de personnes dans une pièce, ça ira plus vite si on a deux portes. C'est le débat qu'on avait eu avec le miel notamment, où on a beaucoup valorisé le miel dans les complémentaires, et puis finalement, c'était qu'une source de sucre. Et je me souviens, on avait fait un épisode où il y avait un nutritionniste, un expert en nutrition qui parlait de ça justement en disant oui, le miel c'est très bien, mais ne consommer que du miel c'est pas forcément une bonne chose. Ça avait un peu choqué les gens parce que c'est vrai que le miel c'est l'ingrédient un peu magique, super, c'est sanctuarisé, faut pas y toucher au miel parce que c'est un top aliment, c'est sûr. Mais voilà, il y a quand même aussi des raisons de diversifier, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc merci pour la précision. Autre petite erreur ou pas erreur, là on va vraiment se projeter quelques minutes avant son départ, on va se projeter dans le sas de départ. Là, j'ai vu qu'il y avait même des fabricants de gel, de compléments alimentaires qui proposent des petites barres spéciales sas de départ, spéciales ce genre de choses. Est-ce que manger une barre, prendre un gel avant le départ, qu'est-ce qu'on doit boire, est-ce qu'on doit boire aussi vraiment juste avant d'aller courir? Voilà, vraiment, là, on est dans le sas de départ. Est-ce qu'on doit penser même à sa nutrition à ce moment-là ou c'est pas obligatoire?
On peut avoir une barre en attendant. Effectivement, le petit déjeuner, il commence à être un peu loin. Et voilà, on va commencer à augmenter un petit peu la glycémie, qui va continuer à augmenter une fois qu'on va commencer à se mettre à courir. Mais oui, d'avoir une petite barre juste avant, c'est pas mal. Si on prend juste avant, tu dis à peu près combien de temps avant le coup de départ ? Alors justement, voilà, entre la barre et le gel, le timing il va être différent. Le gel, ça va vraiment être juste 5 minutes avant que ça parte. La barre, ça peut être plutôt 15 minutes avant le départ. Et l'eau, on continue à boire l'eau, ouais. Oui, alors pareil, il faut pas avoir envie d'aller trop aux toilettes. Ça, hein. Il faut qu'on ait un confort digestif, donc des petites quantités, mais on se gave pas d'eau, on boit pas 1 litre d'eau avant le départ parce que sinon on va s'arrêter 100 mètres après donc le départ. Donc on l'a dit, hein, c'est bien s'hydrater avant, machin. C'est normal d'avoir envie d'aller faire pipi avant la course, hein, ça tout le monde connaît ça. Mais voilà, une fois, il faut aussi être tranquille. D'ailleurs, lors du record, c'est un peu intime ce que je vais dire, mais j'étais là, mais lors du record du monde de Eliud Kipchoge à Berlin, enfin record non parce qu'il a été battu récemment, ancien record du monde, on avait compté, il est allé 8 fois aux toilettes l'heure d'avant. Impressionnant. Le stress. Ouais, je sais pas si c'était le stress, mais c'était hallucinant de le voir, voilà, tout le temps. Bon, peut-être, voilà, mais bon, intéressant. C'était un épisode hyper passionnant. Je le redis, on fera une fiche PDF pour toutes celles et ceux qui n'oublient pas. Évidemment, on redonne le conseil, mais tout ça, on le teste en amont. On n'hésite pas d'ailleurs de profiter. Il y a toujours dans un plan d'entraînement, que ce soit 12, 16 semaines, il y a toujours des séances un peu clés. Voilà, où il y a des allures marathon spécifiques, des séances un peu difficiles. Et ces séances-là, on essaye de le faire aux mêmes horaires que le marathon. Ça, déjà, c'est très important. Ça permet, d'habituer son corps à l'effort à ce moment-là. Est-ce que c'est efficace ou pas? Mais bon, moi, je pense que c'est intéressant. Et on essaye, la veille, les 2 jours avant cette séance, on répète tout son protocole. Le petit déjeuner, on se met vraiment en condition. Le même réveil, on prépare son sac pareil. Tout ça, c'est rassurant. Si on l'a déjà fait, c'est rassurant pour le corps. On est dans une espèce d'automatisme, mais ça, faut pas le négliger, quoi. Ouais. Et effectivement, l'entraînement va servir aussi à s'entraîner sur la nutrition, comme ça vous savez qu'est-ce que vous digérez bien, qu'est-ce qui vous convient. On teste pas une barre qui est donnée par le partenaire au départ du SAS si vous savez pas si vous le digérez bien. Et notamment, on a dit que l'estomac il s'entraîne, donc prendre un petit déj tôt et savoir courir avec un petit déj dans le ventre, savoir consommer une grande quantité de glucides, tout ça s'entraîne et ça se fait pas uniquement le jour J. Ouais, tout à fait. Bon donc ça c'est un conseil qu'on entend souvent, mais il est vraiment très précieux. Quels sont les éléments clés à retenir, si on devait synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit très rapidement, les éléments clés importants à retenir de cet épisode-là, avant de se quitter? Que la nutrition ça va jouer dans votre performance, que ce soit du point de vue énergétique, mais aussi du point de vue d'hydratation, ça va vous mettre dans les meilleures dispositions pour que vous soyez le plus performant possible et ne pas faire d'erreurs qui peuvent vous ruiner votre course. Donc on l'a dit, mettez le focus quand même sur les sucres, sur l'hydratation, consommer les deux en fait de façon un peu régulière et en suffisamment grande quantité sur les jours d'avant. Privilégiez des aliments que vous connaissez et que vous savez que vous digérez bien. Et puis respecter des timings pour avoir le temps de le digérer, puis tout se passera bien. On n'a pas parlé évidemment des régimes un peu spécifiques parce qu'on va dédier un épisode spécifiquement sur ça, sur tous ces régimes un peu à la mode, qui sont des fois recommandés pour les coureurs. Donc on fera un épisode spécifiquement sur ça. Je ne sais pas s'il arrivera avant ou après celui-là, mais n'hésitez pas à vous référer à cet épisode-là si vous voulez parler un peu plus des régimes justement. Il y a le cétogène, scandinave, il y a plein de régimes un peu d'avant-course, mais ça c'est un vrai sujet et on en dédiera un épisode complet. Merci infiniment Lauriane pour tous ces précieux conseils. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouvel épisode Dans la tête d'un coureur. Je te dis à très vite. À très vite, merci.